Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Jessica Harris, une jeune femme de 26 ans qui vivait dans une petite ville rurale du Missouri, était connue pour sa capacité à transformer de vieilles trouvailles en pièces de décoration incroyables. Elle avait récemment décidé d'augmenter ses revenus en achetant des meubles d'occasion sur Facebook Marketplace, en les rénovant et en les revendant avec profit. C'était une activité simple et rentable, parfaite pour sa vie tranquille et sa passion pour la restauration. Un soir, alors qu'elle parcourait Marketplace, elle est tombée sur une offre intrigante, une armoire antique, avec des détails en bois sombre et des sculptures faites à la main, pour seulement $50. La description disait « antique et unique ». À sortir aujourd'hui. Expédition aux frais de l'acheteur. Le vendeur n'avait pas de nom sur son profil, juste l'initiale D, et la photo représentait un champ vide. Jessica hésita un instant, mais le prix était irrésistible. Après avoir échangé de rapides messages, le vendeur a insisté pour que le retrait soit effectué le soir même. Il a envoyé une adresse à près de 40 minutes de là, dans une zone rurale peu peuplée. Jessica, enthousiasmée par l'accord, a décidé d'y aller seule. Il a pris sa vieille camionnette, a fixé une lampe de poche sur le côté du tableau de bord et s'est rendu à l'endroit indiqué. En arrivant à l'adresse, il trouva une petite ferme délabrée, entourée d'arbres qui semblaient pliés sous le poids de la nuit. Le seul éclairage provenait d'un faible lampadaire au milieu du terrain. Le placard se trouvait sur le porche, recouvert de plastique noir. Jessica sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle l'ignora. « Bonjour » a-t-elle appelé, espérant que quelqu'un répondrait. Aucune réponse n'est venue. Au lieu de cela, un bruit sourd, comme celui du bois qui craque, résonnait à l'intérieur de la maison. Essayant de se débarrasser de son inconfort, Jessica se dépêcha d'examiner le placard. C'était encore plus beau qu'il n'y paraissait sur les photos, avec des sculptures élaborées qui ressemblaient à des figures humaines et animales entrelacées. Jessica a essayé de soulever le placard toute seule, mais c'était trop lourd. « J'ai besoin d'aide », se dit-elle. Il a envoyé un message au vendeur. « Je suis là, mais le meuble est trop lourd. Pouvez-vous m'aider » Presque immédiatement, il reçut une réponse. « Prenez-le maintenant. » « Ne l'ouvrez pas. Ne demandez pas. » Jessica fronça les sourcils, trouvant la réponse étrange, mais décida de suivre les conseils. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à le traîner sur le plateau du pick-up et est parti. En rentrant chez elle, elle se sentit étrangement agitée. Dans le rétroviseur, on aurait dit que les encoches du meuble bougeaient sous la lumière de la lampe de poche fixée au tableau de bord. De retour à la maison, Jessica a mis le placard dans le garage, promettant de le rénover le lendemain. Mais cette nuit-là, elle fut réveillée par un bruit. C'était un bruit faible et rythmé, comme si quelque chose tapait légèrement sur du bois. Elle s'est levée, croyant qu'il s'agissait d'un animal, et s'est rendue au garage pour enquêter. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva le placard légèrement entrouvert, même s'il était sûr de l'avoir bien fermé. Une odeur étrange émanait de l'intérieur, quelque chose entre le bois humide et la chair pourrie. Tremblante, Jessica attrapa une lampe de poche et la dirigea vers l'intérieur. C'était vide. Soudain, il entendit un murmure. Il ne pouvait pas comprendre les mots, mais ils étaient trop clairs et trop proches pour les ignorer. « Y a-t-il quelqu'un là-bas » demanda-t-il, la voix brisée. La seule réponse fut le bruit de quelque chose qui grattait au fond du placard, comme des clous sur du bois. Jessica était une jeune femme passionnée par les restaurations. Un soir, en parcourant Facebook Marketplace, il a trouvé ce qui semblait être l'affaire parfaite, une armoire antique, pour seulement $50. Sans trop réfléchir, elle contacte le vendeur qui insiste pour que les meubles soient enlevés le soir même. Le prix était irrésistible et Jessica, sans se douter de rien, a décidé d'accepter. En arrivant à l'endroit indiqué, une ferme abandonnée, elle ressentit un frisson. Le placard était là, recouvert de plastique noir. Il n'y avait personne en vue, juste un silence oppressant qui semblait tout dévorer autour. Jessica a envoyé un message au vendeur pour lui demander de l'aide pour charger les meubles. La réponse fut presque immédiate. « Prenez-le maintenant. » Ne pas ouvrir. Ne posez pas de questions. Bien que mal à l'aise, elle a porté elle-même le placard et l'a emmené dans son garage. Mais cette même nuit, alors qu'il essayait de dormir, il entendit un bruit venant de l'arrière de la maison. Un bruit faible et continu, comme celui de clous grattant du bois. Elle se rendit au garage pour vérifier et trouva le placard entrouvert, même si elle était sûre d'avoir fermé les portes. À l'intérieur, il n'y avait rien, mais une odeur étrange émanait des meubles, quelque chose qui ressemblait à un mélange de bois pourri et de viande pourrie. Le lendemain, Jessica a décidé qu'elle ne voulait plus de ce placard. Il l'a remis en vente sur Marketplace. Quelques heures plus tard, il a reçu un message d'un homme nommé Paul disposé à l'acheter le jour même. Lorsque Paul est arrivé,
Il a examiné les meubles de près et a demandé. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur ce meuble? Jessica hésita, mais décida de mentir. Non, c'est juste une vieille pièce qui ne me convient pas. Paul prit le placard et Jessica se sentit soulagée. Enfin, j'étais libéré de ce poids. Mais le soulagement fut de courte durée. Cette même nuit, à 3 heures du matin, son téléphone vibre. C'était un message de Paul. Saviez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur de ce placard? Dit le message. Jessica, confuse et effrayée, a répondu. De quoi tu parles? Paul a envoyé une photo. C'était le placard, avec les portes complètement ouvertes. À l'intérieur, quelque chose était collé au mur. Ce n'était pas humain, mais il avait une forme humaine. Une ombre grotesque et contorsionnée qui semblait fixer la caméra. Jessica se figea. Puis un autre message est apparu. Je ne peux pas m'en débarrasser. Vous devez venir ici maintenant. Elle a essayé de répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Paul a envoyé un autre message. Il me surveille. Je sais que tu me surveilles. Les messages s'arrêtèrent. Jessica a essayé d'appeler, mais le numéro était hors service. Le lendemain, le profil de Paul avait disparu. Il n'y avait aucune trace des messages ou de l'achat. Tout semblait être un délire jusqu'à ce que, le même après-midi, Jessica ouvre la porte du garage. Le placard était de nouveau là. Au même endroit, recouvert de plastique noir, comme s'il n'en était jamais sorti. Jessica savait, à ce moment-là, que ce meuble n'appartiendrait jamais à personne. Et que peut-être qu'elle ne pourrait pas non plus lui échapper. Jessica claqua la porte du garage, le cœur battant dans sa poitrine. Cela ne peut pas arriver, marmonna-t-elle, essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'une simple erreur. C'est une coïncidence. Mais comment le placard était-il revenu? Et qu'était-il arrivé à Paul? Désespérée, elle a décroché le téléphone et a cherché plus d'informations sur le mystérieux D. Comme si le profil avait été créé juste pour vendre le placard. Jessica a décidé de faire appel à un ami, Marcus, qui était technicien en informatique. Il avait la réputation d'être capable de découvrir des informations cachées en ligne. Lorsqu'elle lui a expliqué ce qui se passait, il était sceptique, mais a accepté de l'aider, en tapant rapidement sur l'ordinateur. Après quelques minutes, Marcus fronça les sourcils. C'est étrange. L'adresse IP est enregistrée dans une maison abandonnée, exactement là où tu es allé chercher le casier. Jessica sentit un frisson lui parcourir le dos. Abandonnée? Mais il y avait des lumières. L'interrompit Marcus. La maison a été démolie il y a 3 ans, Jess. Les mots résonnaient dans son esprit. Elle ne savait pas ce qui était le plus terrifiant, l'idée qu'elle avait visité un endroit inexistant ou le fait que le placard était de retour dans son garage. Déterminée à résoudre ce problème une fois pour toutes, Jessica et Marcus se rendirent au garage. Il suggéra d'inspecter le meuble pour voir s'il y avait quelque chose de caché à l'intérieur, peut-être un mécanisme ou un compartiment secret. Tandis que Marcus analysait les sculptures, Jessica sentit à nouveau l'odeur étrange, un murmure léger. « As-tu entendu ça ?» demanda-t-il, mais Marcus secoua la tête. « C'est juste un morceau de bois, Jess. » Mais lorsqu'il ouvrit complètement les portes du placard, quelque chose se produisit. Un vent froid sortit du placard, éteignant les lumières du garage. La lampe de poche que Marcus tenait tomba sur le sol et roula, éclairant l'intérieur du placard. Les corps se figent. Les rayures sur les parois intérieures du placard formaient désormais des mots. « Aidez-nous » C'était haut, informe-t-il, avec de longs bras qui descendaient jusqu'au sol. La créature se déplaçait lentement, faisant un craquement, comme du bois tordu. Jessica cria et tira Marcus hors du garage, mais il pouvait entendre la créature cogner violemment de l'autre côté. « C'est réel, » murmura Marcus, la voix tremblante. « Que as-tu apporté chez toi ?» Se souvenant des paroles de Paul et du mystérieux vendeur, Jessica a commencé à rassembler les pièces. « Ne l'ouvrez pas !» Ces mots prenaient désormais tout leur sens. Le placard n'était pas seulement un morceau de bois, c'était un portail, ou peut-être une prison, vers quelque chose de très ancien et de maléfique, dit Jessica, mais Marcus secoua la tête. C'est ce que je pense, le détruire peut libérer ce qui est emprisonné à l'intérieur. Nous devons le ramener là d'où il vient. Jessica était réticente, mais elle savait qu'il avait raison. Ils transportèrent à nouveau l'armoire jusqu'au camion, même si la créature se déplaçait toujours à l'intérieur, remplissant l'air de bruits de murmures et de cris lointains. A été choqué de voir que la maison abandonnée était à nouveau là, éclairée comme avant. Ce n'est pas possible. Jessica et Marcus ont garé le pick-up devant la maison qui était revenue d'une manière ou d'une autre. Les fenêtres étaient éclairées par une faible lumière orange, et l'air autour d'eux semblait plus lourd, presque impossible à respirer. C'est fou, dit Marcus en essayant de le faire. Semble confiant. Mais si laisser le placard ici l'arrête,
Alors nous le ferons. Jessica hocha la tête, mais un sentiment sombre lui serra la poitrine. Elle savait que le placard était relié à quelque chose de beaucoup plus grand et que le simple fait de le rendre ne suffirait peut-être pas. Avec courage, les deux s'approchèrent du porche et remarquèrent que la porte était entr'ouverte. Le bruit du craquement du bois résonnait à chaque pas, et la lumière à l'intérieur de la maison semblait palpiter faiblement, comme une respiration. « Quittons le placard d'ici et partons », suggéra Marcus, la voix tremblante. Elle sentit qu'il y avait plus dans la situation. Quelque chose l'appelait, une force invisible qui semblait l'entraîner dans la maison. « J'ai besoin de savoir ce qui se passe », dit-elle avant d'entrer à l'opposé du vent glacial qui émanait de la maison. Le placard. Les murs étaient couverts de sculptures semblables à celles des meubles, mais ici, les visages sculptés semblaient vivants, bougeant légèrement dans la pénombre du sol, comme si quelque chose avait été contenu là. Jessica et Marcus ont placé le placard sur le cercle, mais avant qu'ils puissent partir, la porte de la maison s'est fermée avec fracas. De l'intérieur du placard, le bruit des grattements devint assourdissant. La porte du meuble s'ouvrit lentement et la créature émergea, plus grotesque et plus définie qu'auparavant. Maintenant, c'était clair, une figure humanoïde, mais composée d'ombre et de bois tordus, avec des yeux vides qui brillaient d'une lumière orange. « Vous n'auriez pas dû venir, » dit la créature, sa voix étant un mélange de gémissements et de cris. Jessica attrapa Marcus, essayant de reculer, mais la créature tendit un bras grotesque, bloquant la sortie. « Vous l'avez ramené, mais vous ne pouvez pas vous échapper. Cet endroit n'est pas pour les vivants. »« Alors qu'est-ce que tu veux ?» Jessica a crié, les larmes coulant sur son visage. La créature tourna lentement la tête, comme pour essayer de comprendre la question. « Je veux la liberté. Je suis coincé ici depuis des lustres. Vous avez ouvert la voie. Maintenant, payez le prix. » Marcus, paniqué, regarda autour de lui et remarqua que les écritures sur les murs semblaient briller. « Jessica, c'est Marc, c'est ce qui le retient. Peut-être que nous pourrons l'activer à nouveau. » Mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, la créature se précipita en avant, l'attrapant par le bras. Marcus a crié alors que l'être le traînait jusqu'au placard. Jessica essaya de le retenir, mais la force de la créature était écrasante. « Allez, Jessica !» cria Marcus, la voix désespérée. « Fermez le placard tant que vous le pouvez encore. » Jessica hésita, le cœur partagé entre sauver son ami ou arrêter la créature une fois pour toutes. Finalement, elle a pris une décision. D'un mouvement rapide, il poussa Marcus loin du placard, mais ce faisant, il sentit la main glacée de la créature saisir son bras. « Tu prendras ma place, » dit la voix sombre. Jessica a crié, mais a utilisé toutes ses forces pour fermer la porte du placard de l'intérieur, se piégeant ainsi avec la créature. Le silence tomba sur la maison. Les lumières se sont éteintes et tout est revenu dans l'obscurité. Lorsque Marcus ouvrit les yeux, il était seul à l'extérieur de la maison. Le placard avait disparu, tout comme Jessica. Il l'appela, mais la seule réponse fut le bruit du vent glacial. Sachant qu'il n'y avait plus rien à faire, Marcus retourna à son camion, laissant derrière lui le mystère du placard et le souvenir de Jessica, qui s'était sacrifiée pour contenir les ténèbres. Marcus conduisait en silence, les mains fermement sur le volant, mais son esprit était un tourbillon de pensées. Il avait laissé Jessica derrière lui, ou, du moins, ce qu'il restait d'elle. Même s'il s'était échappé de la maison, quelque chose en lui disait que ce n'était pas fini. Le pick-up semblait plus lourd que d'habitude et le bruit du moteur résonnait étrangement sur la route déserte. La radio, auparavant éteinte, s'est allumée toute seule, émettant un bruit statique qui a progressivement formé des mots. « Pourquoi as-tu couru » Une voix murmurée, basse et froide, envahit l'espace. Marcus Agrippa ferma fermement le volant, essayant de l'ignorer, mais la voix continuait. « Tu sais qu'elle est toujours là ?» Il jeta un coup d'œil au rétroviseur et se figea. Le placard était de nouveau à la benne. Recouvert du même plastique noir, immobile mais clairement là. Marcus freina brusquement, quitta la route et courut vérifier la benne à ordures. Mais lorsqu'il souleva le plastique, il n'y avait rien. Il prit une profonde inspiration, se frottant les yeux, essayant de chasser l'image. « Je deviens fou », murmura-t-il, mais au fond, il savait que ce n'était pas seulement le fruit de son imagination. Pendant ce temps, Jessica était ailleurs. L'obscurité alentour était suffocante, un espace où il n'y avait ni temps, ni son, ni forme. Mais elle savait qu'elle n'était pas seule. La créature était là, quelque part, en train de regarder. « Tu es fort », murmura la voix, comme si elle venait de tous les côtés. Plus fort que les autres qui l'ont précédé. Jessica essaya de répondre, mais sa voix ne sortait pas. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose l'attirer, comme si elle était entraînée dans les profondeurs d'un abîme.
Petit à petit, des visions commencèrent à apparaître autour de lui. Elle a vu des gens, des dizaines, voire des centaines, tous piégés dans des espaces semblables aux siens. Certains pleuraient, d'autres criaient, mais la plupart étaient juste vides. Leurs visages étaient figés, avec des expressions de pur désespoir. « Ils sont piégés ici par moi, dit la créature. Mais toi, tu es peut-être différent. Vous pouvez me libérer. » Jessica ressentait un mélange de peur et de curiosité. Pourquoi réussit-elle finalement à murmurer? La créature ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il lui a montré une vision, la maison, le placard et un cercle rituel formé par des gens il y a des siècles. Ils ont chanté, accompli un rituel, mais quelque chose s'est mal passé. Au lieu de bannir la créature, ils l'ont enfermée dans le placard, condamnant tous ceux qui la rencontraient à nourrir son énergie de peur et de souffrance. « Vous pouvez briser ça, » dit la créature avec une douceur inattendue. « Mais il doit être suffisamment fort pour faire face à ce qui s'en vient. » Jessica hésita. L'idée de libérer quelque chose d'aussi puissant lui semblait insupportable, mais elle savait que si elle ne faisait rien, elle resterait piégée là pour toujours. Pendant ce temps, Marcus retournait en ville, essayant d'effacer les souvenirs de ce qui s'était passé. Mais le sentiment d'être surveillé n'a pas disparu. À la radio, les parasites sont revenus, cette fois avec une voix différente. Marcus revient. C'était Jessica. Sa voix était déformée, mais c'était clairement elle. Il freina de nouveau, s'arrêtant au milieu de la route. « Jessica » a-t-il crié dans le vide, mais personne n'a répondu. Soudain, les phares du camion clignotèrent et, à l'horizon, il aperçut à nouveau la maison. C'était exactement là où il l'avait laissée, mais maintenant il semblait plus grand, plus menaçant, comme si l'environnement même qui l'entourait avait été consumé par sa présence. Marcus savait que c'était une mauvaise idée, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il fit demi-tour et revint à toute vitesse vers la maison. En rentrant dans la maison, Marcus trouva le placard au centre de la pièce, avec les portes légèrement entr'ouvertes. Le vent glacial et les murmures étaient plus forts que jamais. « Jessica » cria-t-il, mais la seule réponse fut un rugissement sourd, presque animal, qui semblait faire vibrer les murs. Soudain, le placard s'ouvrit complètement et la créature en sortit, plus monstrueuse qu'auparavant. Sa forme était un amalgame de bois et d'ombre, avec de multiples visages et yeux rougeoyants. « Tu es de retour » dit la créature, sa voix résonnant d'ironie. Marcus recula, mais avant qu'il puisse s'éloigner, le placard commença à briller. Jessica est apparue, mais elle n'était plus la même. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses yeux étaient noirs comme le vide. « Tu n'aurais pas dû revenir, Marcus » dit-elle d'une voix qui n'était pas entièrement la sienne. « Jessica, je suis venu te sortir d'ici » cria-t-il en essayant de l'atteindre. Mais Jessica leva la main et Marcus fut projeté contre le mur par une force invisible. « Il n'y a aucune issue pour moi. Pas même pour toi maintenant. » Jessica, luttant contre l'influence de la créature, parvient à retrouver brièvement son humanité. Elle regarda Marcus avec des larmes coulant sur son visage. « Tu dois détruire le placard, » murmura-t-elle. « Mais cela libéra. » Commença-t-il, mais il fut interrompu. « Cela n'a pas d'importance. Ne laissez personne d'autre souffrir ça. » Avec ses dernières forces, Jessica ramena la créature dans le placard, la tenant de toutes ses forces. « Maintenant, Marcus » cria-t-elle, sa voix se mêlant à celle de la créature. Marcus a trouvé un gallon d'essence à proximité, probablement laissé par les précédents propriétaires, et a versé le liquide sur le placard. Tremblant, il alluma une allumette et la lança. Les flammes ont rapidement augmenté et le placard a commencé à brûler. La créature a crié, ses cris résonnant dans toute la maison, mais Jessica est restée ferme, la tenant jusqu'à ce que tout soit consumé. La maison entière commença à trembler, s'effondrant autour de Marcus alors qu'il courait dehors. Quand il se retourna, tout avait disparu. Il n'y avait ni maison ni placard. Juste un vide sur terre. Marcus est retourné en ville, mais il n'a plus jamais été le même. Il savait que Jessica s'était sacrifiée pour mettre fin à la terreur du placard, mais au fond, il craignait que ce ne soit pas la fin. Des mois ont passé depuis cette nuit, mais le souvenir de la maison et du placard hante toujours Marcus. Il avait essayé de remettre sa vie sur les rails, mais les traces de ce qui s'était passé ne disparaissaient pas. Lors de ces nuits les plus calmes, il entendait encore les murmures, ou du moins, il le pensait. Les gens de la ville ont commencé à remarquer son changement. Lui, qui était auparavant extraverti et bon enfant, vivait désormais en reclus, évitant tout contact avec tout le monde, même avec ses amis les plus proches. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur Jessica, il répondait vaguement « Elle est partie ». Mais Marcus savait que ce n'était pas si simple. Une nuit, alors qu'il travaillait dans son bureau et examinait certains fichiers sur son ordinateur,
son écran a clignoté et s'est éteint. À son retour, l'écran affichait un message. Elle n'est pas loin. Le cœur de Marcus manqua un battement. Il a essayé de fermer l'ordinateur, mais le message a continué à apparaître, comme s'il était enregistré directement sur l'écran. La pièce commença à devenir froide et il entendit des pas dehors. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, mais une partie de lui savait déjà ce qui se passait. Il ouvrit la porte d'entrée et l'air glacial qui le frappa fut suffisant pour le faire tressaillir. Au milieu de la rue, sous la lumière pâle d'un lampadaire, se tenait Jessica, ou du moins quelque chose qui lui ressemblait. Ses yeux étaient vides, mais son visage exprimait une profonde tristesse. « Marcus » appela-t-elle, sa voix résonnant comme un écho lointain. Il ne pouvait plus bouger, ses jambes étaient gelées par la peur. « Jessica, et toi ?» Elle fit un pas vers lui et le sol sous ses pieds sembla grincer, comme s'il marchait sur du bois ancien. « J'ai essayé de te protéger, » dit-elle, sa voix se mêlant à un murmure bas et menaçant. Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai brûlé le placard. J'ai fait ce que tu as demandé. » Jessica secoua lentement la tête. « Vous avez publié quelque chose qui ne devrait jamais être publié. » Avant que Marcus ne puisse réagir, les lumières autour de lui commencèrent à clignoter et la rue tomba dans l'obscurité totale. Il sentit un poids dans l'air, comme si quelque chose d'immense approchait. Du vide, une silhouette a commencé à émerger. Ce n'était pas la créature d'avant, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Une présence qui semblait remplir tout l'espace autour de lui. Il ne pouvait pas voir sa forme complète, seulement des yeux brillants et des mouvements sinueux qui défiaient la logique. Jessica regarda Marcus une dernière fois. « Je suis vraiment désolé. » La silhouette s'approcha rapidement, avalant tout ce qui l'entourait. Marcus a crié, mais il n'y avait nulle part où fuir. En quelques secondes, il fut consumé par le vide, sa voix réduite au silence par le poids des ténèbres. Le lendemain matin, la maison de Marcus était vide. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni de leurs biens. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Les voisins ont déclaré qu'il avait déménagé soudainement, mais personne ne savait où. Dans la ville, cependant, les rumeurs continuaient. Certains habitants ont juré avoir vu une silhouette féminine errant dans les rues la nuit, sous les lampadaires, regardant toujours vers la maison de Marcus. Et, par une nuit particulièrement calme, un camion est passé sur la route qui menait à la vieille maison abandonnée. Le conducteur a regardé dans le rétroviseur et a vu quelque chose d'étrange. Le placard était de nouveau là, debout au milieu du champ vide, comme s'il n'avait jamais été détruit. Des années plus tard, un groupe de jeunes a décidé d'explorer la zone où se trouvait la maison. Ils trouvèrent le meuble, recouvert de mousse et vieilli, mais toujours avec les mêmes sculptures complexes. « C'est incroyable », a déclaré l'un d'eux en prenant des photos. « Prenons-le », suggéra un autre. Ils ont chargé le casier dans le camion et sont partis. À mesure qu'ils s'éloignaient, le vent commença à souffler plus fort et les chuchotements recommencèrent. Le cycle a recommencé. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à la prochaine histoire. Dans la petite ville de Blackwater, au Texas, Emily, une jeune diplômée de 22 ans, était en train de meubler son premier appartement. L'argent était rare et Facebook Marketplace est devenu leur salut. Elle adorait rechercher des meubles anciens qui avaient des histoires à raconter et a récemment trouvé une pièce qui a attiré son attention. Une chaise à bascule victorienne, en bois sombre et avec un revêtement rouge sang. La description disait « Objet rare et unique. Pas pour tout le monde. Si vous ne savez pas comment en prendre soin, ne le prenez pas. » Emily a trouvé le texte un peu étrange, mais le prix était imbattable, 30 $. Sans trop réfléchir, il contacte le vendeur, qui semble réticent, mais finit par accepter la vente. Le retrait s'effectuerait dans une ferme isolée à la périphérie de la ville. Le jour convenu, Emily a pris sa camionnette et s'est rendue sur place. Le chemin était paisible, mais à mesure que l'on approchait de l'adresse, la route devenait plus étroite, entourée d'arbres noueux et sans feuilles. La ferme était vieille, avec des fenêtres brisées et des murs couverts de mousse. Sur le porche, le rocking chair attendait. Le vendeur, un homme âgé aux yeux fatigués et aux mains tremblantes, resta silencieux pendant qu'Emily examinait la chaise. Elle essaya de lui poser des questions, mais il secoua simplement la tête et montra le morceau. Emily plaça la chaise dans le lit du pick-up et partit, sans remarquer le regard de soulagement qu'avait l'homme lorsqu'il la vit repartir avec l'objet. Lorsqu'elle arriva à l'appartement, Emily plaça la chaise dans un coin de la pièce, près de la fenêtre, là où le soleil de l'après-midi illuminait le tissu rouge. Elle sourit, ravie de son acquisition. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Emily s'est réveillée au milieu de la nuit, agitée.
Le clair de lune illuminait la pièce et la chaise semblait bouger légèrement, comme si quelqu'un d'invisible y était assis, se balançant presque imperceptiblement. Elle s'est convaincue que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours. Mais au fond, il ressentait un malaise inexplicable. Au cours des jours suivants, Émilie a commencé à remarquer des changements dans sa routine. Les petites choses dans l'appartement semblaient déplacées, comme si quelqu'un les avait déplacées. L'horloge accrochée au mur semblait toujours en retard, même lorsqu'elle réglait l'heure. Les photographies encadrées étaient inclinées et les objets disparaissaient pour réapparaître dans des endroits improbables, comme la cuisine ou la salle de bain. Le fauteuil à bascule semblait cependant inchangé, toujours immobile dans un coin de la pièce. Pourtant, Émilie évita de la regarder pendant longtemps. Il y avait quelque chose de troublant dans sa présence, comme si l'objet la surveillait. Un soir, alors qu'elle étudiait tard dans la nuit pour un cours en ligne, Émilie a entendu un son grave et répétitif venant de la pièce. Un léger craquement de bois, lent et constant. Lorsqu'il jeta un coup d'œil par la porte, il vit la chaise se balancer toute seule, dans un mouvement doux et délibéré. Elle sentit son estomac se serrer. J'avais verrouillé les fenêtres et le ventilateur était éteint. Il n'y avait pas de vent, rien qui puisse expliquer cela. Rassemblant son courage, il entra dans la pièce, mais dès qu'il y mit le pied, le mouvement s'arrêta brusquement. Émilie rit nerveusement, essayant de se convaincre qu'elle était juste fatiguée. Cependant, le sentiment d'être observé est devenu insupportable. Il décide de recouvrir la chaise d'un drap et retourne dans sa chambre, mais il a du mal à dormir. Au fil des jours, Émilie commençait à se sentir épuisée, comme si quelque chose lui drainait son énergie. Il avait du mal à se concentrer, oubliait des rendez-vous importants et perdait souvent la notion du temps. Le plus étrange était que, chaque fois qu'elle ressentait un vide dans son esprit, elle finissait par s'asseoir sur la chaise sans se rappeler comment elle y était arrivée. Son cercle d'amis a commencé à remarquer la différence. Émilie, qui avait toujours été joyeuse et extravertie, semblait maintenant distraite et distante. Elle évitait les invitations à sortir, préférant rester à la maison, et lorsqu'elle parlait, c'était comme si elle était dans un autre monde. Un jour, alors qu'il nettoyait l'appartement, il trouva quelque chose caché sous le coussin de la chaise, une vieille enveloppe scellée à la cire rouge. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier jauni, avec des lettres presque effacées. Elle s'en souvient. « Mais tu ne le feras pas !» Émilie se sentait mal à l'aise, mais elle ne parvenait pas à déchiffrer le sens du message. Il décide de conserver le papier et de rechercher les origines de la chaise. Il a trouvé un groupe en ligne dédié aux objets anciens et a publié une photo, demandant si quelqu'un en savait plus. Quelques heures plus tard, il a reçu un message direct d'un membre du groupe. Il avait l'air alarmé. Cette chaise est maudite. Elle appartenait à une femme qui a mystérieusement disparu dans les années 1800. On dit que quiconque s'assoit dessus commence à perdre la mémoire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jetez-la ou détruisez-la immédiatement. Émilie ressentit un frisson en lisant cela. C'était impossible à croire, mais en même temps, quelque chose dans son esprit lui semblait vide, comme si quelque chose d'important lui avait déjà été arraché. Déterminée à comprendre ce qui se passait, Émilie a creusé plus profondément et a découvert que la chaise avait été fabriquée pour une femme nommée Margaret, épouse d'un agriculteur. Margaret était connue dans la ville comme une personne réservée, presque solitaire. Un jour, il a disparu sans laisser de traces, et le seul indice trouvé était la chaise de son salon, qui se balançait toute seule, avec des rayures sur le sol. Les légendes locales racontent que Margaret avait accompli un rituel sur la chaise pour échapper à une vie de souffrance, mais qu'elle s'y était retrouvée piégée. La malédiction était claire. Quiconque possédait le meuble commencerait à oublier qui il était, jusqu'à perdre son essence même. Alors qu'Émilie traitait cette information, quelque chose d'étrange s'est produit. Son téléphone a sonné, mais lorsqu'il l'a décroché, il n'a entendu que des parasites. En regardant l'écran, il a vu que l'appel était enregistré comme « vous-même ». Son cœur s'emballa. Elle raccrocha immédiatement et jeta le téléphone sur le canapé. Lorsqu'il se retourna, le drap recouvrant la chaise était tombé, révélant à nouveau le revêtement rouge sang. Émilie savait qu'elle devait se débarrasser de la chaise, mais quelque chose l'en empêchait. Chaque fois qu'il s'approchait d'elle, il avait l'impression qu'une force invisible le retenait. C'était comme si la chaise avait une emprise sur son esprit, semant des doutes et des incertitudes. Cette nuit-là, les événements se sont intensifiés. Émilie s'est réveillée à 3 heures du matin avec un bruit fort venant du salon. C'était comme si quelqu'un traînait des meubles sur le sol. Le cœur battant, elle quitta la pièce et trouva le fauteuil à bascule au centre de la pièce, se balançant violemment même s'il n'y avait personne. L'air était lourd et l'odeur du vieux bois semblait s'être intensifiée, maintenant mêlée à quelque chose qui rappelait le souffle. L'esprit d'Émilie était confus et elle commença à douter de sa propre santé mentale. Essayant de se calmer, elle décida de traîner la chaise hors de l'appartement, mais lorsqu'elle la toucha,
elle fut frappée par une vague d'images et de sensations. C'était comme un éclair de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Elle a vu la femme nommée Margaret assise sur la chaise et pleurant. Il a vu son mari, un homme grand et violent, crier en la forçant à garder le silence. Et puis, elle vit Margaret murmurer des mots dans une langue qu'Emily ne reconnaissait pas, tandis que la chaise semblait absorber toute sa douleur et sa souffrance. Lorsque le flash s'est terminé, Emily était allongée sur le sol, avec la chaise à sa place dans un coin de la pièce, comme si elle n'avait jamais bougé. Emily savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle a décidé d'appeler sa meilleure amie, Chloé, pour obtenir de l'aide. Chloé, bien que sceptique, a accepté de passer la nuit avec Emily pour l'aider à résoudre le problème. Cette même nuit, les deux hommes ont commencé à rechercher des moyens de détruire la chaise. Ils ont trouvé des forums et des rapports de personnes ayant eu affaire à des objets soi-disant maudits, et la plupart ont déclaré que les brûler était la solution la plus efficace. Emily et Chloé avaient prévu d'emmener la chaise dans un terrain vague à la périphérie de la ville et de la brûler. Mais à mesure que la nuit avançait, quelque chose commença à changer chez Emily. Elle était de plus en plus distraite, comme si un brouillard s'était emparé de son esprit. « Emily, est-ce que tout va bien ?» demanda Chloé, inquiète. Emily mit quelques secondes à répondre, comme si elle ne reconnaissait pas la question. « Je suppose que oui, dit-il, mais sa voix semblait lointaine. Pendant que Chloé continuait à préparer ses affaires, Emily se dirigea vers le salon, où l'attendait la chaise. Elle resta là pendant des minutes, regardant l'objet, ressentant un mélange de fascination et de peur. Vers 2 heures du matin, Chloé entendit un bruit étrange venant du salon et courut vérifier. Il trouva Emily assise sur la chaise, se balançant lentement, les yeux fermés. « Emily, sortez de là !» Chloé a crié, mais son amie n'a pas répondu. Quand Chloé essaya de l'éloigner, Emily ouvrit les yeux. Ils étaient noirs comme le vide, sans aucune trace de vie. Chloé recula, horrifiée, alors qu'Emily marmonnait quelque chose d'inaudible. La chaise cessa de basculer et Emily regarda Chloé avec un sourire qui n'était pas le sien. « Ce n'est plus ton ami qui est là », dit une voix rauque et lointaine à travers Emily. Chloé a tenté de s'échapper, mais la porte de la chambre a claqué toute seule, l'enfermant à l'intérieur. La lumière a commencé à clignoter et la température a considérablement baissé. La chaise recommença à grincer, avec maintenant des mouvements violents, comme si elle essayait d'échapper à quelque chose. Chloé réalisa que si elle n'agissait pas rapidement, elle perdrait Emily pour toujours. Se souvenant des conseils qu'elle avait trouvés en ligne, elle courut à la cuisine, attrapa des allumettes et un gallon d'alcool à friction qu'Emily utilisait pour le nettoyage. Lorsqu'il revint dans le salon, Emily était déjà debout, mais son corps bougeait étrangement, comme si elle était une marionnette. « Vous ne comprendrez jamais ce que cela signifie », dit la voix à travers elle. Chloé l'ignora, renversant l'alcool sur la chaise et allumant une allumette. Avant qu'elle puisse le lancer, Emily se jeta sur elle avec une force surhumaine, la faisant tomber au sol. Le match est tombé, mais ne s'est pas terminé. La flamme monta lentement jusqu'au tissu de la chaise, qui commença à brûler d'une intense flamme verte. Emily a crié, mais ce n'était pas sa voix. C'était un son surnaturel, comme si plusieurs voix criaient en même temps. L'appartement trembla et Chloé vit des ombres quitter la chaise, se tordre et disparaître dans les airs. Lorsque le feu s'est finalement éteint, Emily était allongée sur le sol, inconsciente. La chaise avait disparu, ne laissant qu'une marque de brûlure sur le sol. Chloé haletait, ses mains tremblaient alors qu'elle regardait le corps immobile d'Emily. La marque de brûlure sur le sol du salon était la seule preuve de l'existence de la chaise, mais l'air était toujours empli de quelque chose de lourd et d'oppressant. Le silence était absolu, interrompu seulement par le bruit du vent frappant les fenêtres de l'appartement. Rassemblant son courage, Chloé s'approcha d'Emily et lui toucha l'épaule. Elle avait froid, mais elle respirait. Avec effort, Chloé parvint à la traîner jusqu'au canapé, essayant de la réveiller. Emily ouvrit lentement les yeux, mais quelque chose n'allait pas. Elle était pâle, avec de profonds cernes sous les yeux et une expression perdue. « Emily, ça va ?» demanda Chloé, mais Emily semblait incapable de répondre. Ses yeux erraient dans la pièce, comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit. En essayant de la calmer, Chloé a remarqué que quelque chose n'allait pas avec l'environnement. La pièce paraissait différente, les murs plus sombres, les fenêtres plus étroites. C'était comme si l'appartement changeait autour d'eux. Chloé a décroché le téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y avait aucun signal. Au cours des jours suivants, l'état d'Emily semblait empirer. Elle oublierait des choses fondamentales, comme où elle se trouvait ou même qui elle était. Un jour, en se regardant dans le miroir, il a demandé à Chloé « Qui est cette personne ?» Chloé a essayé d'obtenir de l'aide médicale, mais chaque fois qu'elle essayait de quitter l'appartement, quelque chose l'en empêchait.
Les portes ne s'ouvraient pas ou le couloir semblait s'éterniser. La seule issue était la fenêtre, mais lorsqu'elle regardait dehors, elle ne voyait que l'obscurité. C'est alors que Chloé réalise la vérité. L'appartement n'est plus un lieu ordinaire. C'était une extension de la chaise, ou peut-être une prison créée par celle-ci. Bien que l'objet ait brûlé, quelque chose avait survécu et consommait maintenant lentement Émilie. Chloé a commencé à enquêter sur tout ce qu'elle pouvait sur la malédiction de la chaise. Il a parcouru des forums, des livres anciens et a même essayé de contacter des médiums en ligne, mais personne ne semblait avoir de réponse concrète. La seule chose sur laquelle tout le monde était d'accord était que la malédiction ne pouvait être brisée sans un sacrifice. Pendant ce temps, Émilie commençait à perdre de plus en plus son identité. Elle passait des heures assise en silence, le regard perdu dans le vide, marmonnant des mots incohérents. Chloé avait l'impression de manquer de temps. Un soir, en fouillant dans les tiroirs d'Émilie, il trouva la vieille enveloppe qu'elle avait prise sur sa chaise. À l'intérieur, en plus du message initial, se trouvait une deuxième page qui semblait avoir été ignorée. On pouvait y lire « Pour détruire le cycle, vous devez vous rappeler qui vous êtes ». Chloé ne comprit pas tout de suite, mais elle réalisa que la clé pour sauver Émilie était de l'aider à retrouver ses souvenirs. Chloé a commencé à entourer Émilie d'objets de sa vie passée, de vieilles photos, des lettres et même de la musique qu'elle aimait. Mais Émilie a réagi étrangement, comme si ces objets lui étaient totalement inconnus. « Ces choses ne m'appartiennent pas », dit Émilie d'un ton creux. Chloé, cependant, a refusé d'abandonner. Elle s'est souvenue des histoires qu'ils avaient partagées, a montré des vidéos de moments heureux et a désespérément essayé d'atteindre quelque chose en son ami. C'est alors qu'Émilie eut un moment de lucidité. Alors qu'il regardait une photo d'enfance, une larme coulait sur son visage. « Je m'en souviens », murmura-t-il. Chloé ressentit un élan d'espoir, mais avant qu'elle puisse célébrer, l'appartement commença à trembler à nouveau. Les murs étaient couverts de marques sombres, comme celles à l'intérieur de la chaise. L'air se refroidit et une odeur de bois brûlé envahit la pièce. Émilie tomba au sol, se tordant de douleur, tandis que Chloé criait son nom. L'ombre de la chaise semblait se former dans un coin de la pièce, reprenant forme. Chloé réalisa que la malédiction essayait d'empêcher Émilie de retrouver ses souvenirs. Se souvenant du texte sur le papier, Chloé a crié à Émilie. « Tu dois te souvenir. Rappelez-vous qui vous êtes, sinon cela vous consumera. » Émilie, avec difficulté, commença à parler de sa vie, de ses souvenirs les plus précieux. Le premier vélo, l'odeur de la cuisine de grand-mère, les rires avec Chloé au lycée. Chaque mot semblait affaiblir les ombres environnantes. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Une voix basse et rauque résonna dans la pièce. « Si elle se souvient, vous oublierez. » Chloé sentit son propre corps s'affaiblir. Elle comprit ce que signifiait la malédiction. Pour sauver Émilie, elle devrait se sacrifier. Sans hésitation, Chloé a tenu les mains d'Émilie et lui a murmuré « Je m'en souviendrai pour toi ». Chloé sentit l'énergie dans l'appartement changer radicalement dès qu'elle prononça ces mots. C'était comme si l'air lui-même était vivant, palpitant avec une force indescriptible. Émilie, qui était auparavant au sol, commença à se relever lentement, son expression confuse mais plus humaine qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Les ombres environnantes s'intensifièrent, formant des silhouettes presque solides, se tordant et se déplaçant comme des prédateurs tapis. La voix rauque résonna à nouveau, cette fois plus fort, presque comme un cri. Vous ne pouvez pas briser le cycle. C'est son destin, et maintenant le vôtre. Chloé serra fermement la main d'Émilie alors que la pièce semblait se rétrécir autour d'eux. La silhouette dans la chaise commença à se matérialiser dans le coin de la pièce, grande et menaçante, mais sa forme était cette fois différente. Ce n'était pas seulement un objet. C'était comme si l'essence de Margaret, la femme maudite, était fusionnée au bois, un spectre emprisonné dans un cadre de bois brûlé et de tissus déchirés. Émilie a commencé à pleurer. Elle se souvenait de tout, de son enfance, de sa famille, de sa première rencontre avec Chloé. Mais avec ces souvenirs est venue la réalisation de ce qui s'était passé. « Je suis désolée, dit-elle, la voix tremblante. J'ai introduit ça dans ma vie, et maintenant ça te détruit aussi. » Chloé secoua la tête, refusant d'accepter la culpabilité d'Émilie. « Ce n'est pas ta faute. Cela existait déjà avant nous. Mais ça s'arrête ici, d'une manière ou d'une autre. » Les ombres commencèrent à se rapprocher, enveloppant Chloé et Émilie dans un cercle de plus en plus restreint. L'odeur de soufre était suffocante et les lumières de la pièce clignotaient violemment jusqu'à s'éteindre complètement. La seule illumination provenait de la chaise, qui brillait d'une lumière surnaturelle, comme si elle pulsait d'une énergie maléfique. La voix rauque résonna encore une fois. « Choix, qui sera oublié ?» Chloé a tout de suite compris. La malédiction exigeait un sacrifice, un prix pour mettre fin au cycle. Soit Émilie continuerait à être consumée,
soit Chloé prendrait sa place. Il n'y avait pas d'autre option. Émilie essaya d'argumenter, en tenant le bras de Chloé. Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Nous en avons fait assez. Battons-nous ensemble. Mais Chloé savait que se battre était inutile. L'énergie de la malédiction était trop grande, trop ancrée dans la chaise elle-même et dans l'histoire de Margaret. Chloé se souvenait de toutes les fois où Émilie avait été à ses côtés, à quel point elle avait été l'amie qui croyait toujours en elle, même dans ses moments les plus sombres. « Tu dois vivre, Émilie », dit fermement Chloé. « Tu dois te rappeler qui tu es et continuer à vivre pour nous deux. » Émilie a crié, essayant d'arrêter Chloé, mais il était trop tard. Chloé s'avança, se libérant de l'emprise d'Émilie, et fit face à la silhouette grotesque assise sur la chaise. « Si tu as besoin de quelqu'un, emmène-moi. Mais finis ça. Ne la touche plus. » Les ombres commencèrent à bouger frénétiquement, enveloppant Chloé. Elle sentait le poids écrasant de tous les souvenirs de la chaise, de toutes les vies qu'elle avait consumées. C'était une souffrance indescriptible, comme si son essence même lui était arrachée. Mais Chloé n'a pas reculé. « Je m'appelle Chloé », cria-t-elle à plein poumon. « Je me souviens de qui je suis. Et tu ne m'effaceras jamais complètement. » La pièce était remplie d'une explosion de lumière. Émilie fut projetée contre le mur, protégeant son visage de la lumière vive. Quand tout s'est calmé, la pièce était silencieuse. Il n'y avait plus d'ombre, plus d'odeur de soufre, ni la présence suffocante de la chaise. Émilie ouvrit les yeux et vit que Chloé n'était plus là. Seule une marque sur le sol, à l'endroit où se trouvait la chaise, est restée comme preuve de tout ce qui s'était passé. Émilie commença à pleurer, mais quelque chose attira son attention. Sur la table basse, là où il n'y avait rien auparavant, se trouvait une enveloppe. Il reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Chloé. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et lut les mots manuscrits. « Tu te souviens de qui tu es. Maintenant, n'oubliez jamais. Je serai toujours avec toi. Chloé. » Émilie tenait le journal contre sa poitrine, sanglotant, alors qu'elle comprenait le sacrifice que son amie avait fait. Chloé avait pris la place de la chaise, mettant fin à la malédiction, mais au prix de son existence même. Les jours suivants, Émilie a tenté de remettre sa vie sur les rails, mais elle savait que quelque chose avait changé pour toujours. Bien qu'il n'y ait plus aucun signe de la chaise ou de la malédiction, elle ressentait toujours la présence de Chloé dans de petits détails, dans le vent qui soufflait doucement à travers la fenêtre, dans l'éclat du soleil qui entrait dans la pièce, et, parfois, dans ses rêves. Mais une chose restait. La marque sur le sol n'a jamais disparu, peu importe les efforts qu'elle a déployés pour la nettoyer ou la cacher. C'était comme un rappel du sacrifice de Chloé et du prix payé pour mettre fin au cycle. Par une nuit particulièrement calme, Émilie regarda la marque et sentit une larme couler sur son visage. Lorsqu'il cligne des yeux, il croit entendre quelque chose de lointain, comme un murmure dans le vent. « Je suis toujours là. » Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Émilie a réussi à revenir à sa routine, mais jamais à la normale. L'appartement était différent, comme si une partie de celui-ci avait été emportée avec Chloé. La marque sur le sol était toujours là, un rappel silencieux du sacrifice de sa meilleure amie. Émilie a décidé qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre là-bas. Chaque coin de la pièce rappelait des souvenirs de ce qui s'était passé. Le cœur lourd, elle a fait ses valises et a quitté l'appartement pour s'installer dans une ville voisine où elle espérait trouver la paix. Mais le passé n'était pas si facile à oublier. La marque sur le sol a peut-être été laissée, mais le sentiment d'être observé a suivi. De petits moments l'ont amenée à se demander si Chloé était toujours connectée à elle. Parfois, Émilie sentait le bois brûler ou entendait des murmures autour d'elle. Émilie a commencé à écrire un journal, enregistrant tout ce dont elle se souvenait de Chloé, de leurs souvenirs ensemble et des événements qui ont conduit au sacrifice. C'était sa façon de s'assurer qu'il n'oublierait jamais. Mais en même temps, elle sentait que l'écriture la reliait également à la malédiction. Une nuit, alors qu'il lisait le journal, les mots sur la page commencèrent à s'effriter sous ses yeux. C'était comme s'ils avaient été effacés par une main invisible. L'odeur du soufre remplit l'air et les lumières de leur nouvelle maison commencèrent à clignoter. Émilie regarda autour d'elle, son cœur battant la chamade, et entendit un murmure familier. « Je suis toujours là. » Émilie se leva, essayant de comprendre ce qui se passait. Dans le coin de la pièce, où il n'y avait rien auparavant, une ombre commença à se former. Pendant un instant, elle pensa que c'était Chloé, mais elle réalisa ensuite que c'était quelque chose de beaucoup plus vieux et plus sombre. Émilie savait que la malédiction n'était pas complètement terminée. Quelque chose s'était emparé de Chloé, peut-être de son essence même, et maintenant cela se manifestait. Mais cette fois, Émilie ne s'est pas enfuie. Elle se leva et fit face à l'ombre. « Je n'oublierai pas qui je suis », a-t-il déclaré à voix haute, comme pour défier l'entité elle-même. L'ombre recula légèrement mais ne disparut pas.
Au lieu de cela, il a changé de forme, devenant plus net. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais il n'avait pas de voix. Émilie comprit que le combat n'était pas encore terminé, mais que c'était désormais à elle de porter le fardeau. Elle regarda le journal et réalisa ce qu'elle devait faire. Il prit le carnet et les souvenirs de Chloé qu'il avait conservés et, les larmes aux yeux, il les mit au feu. Le journal brûla rapidement, libérant une épaisse fumée qui remplit la pièce. Pendant un instant, l'ombre sembla crier, puis elle disparut complètement. Lorsque la fumée s'est dissipée, Émilie a ressenti un soulagement inexplicable. Pour la première fois depuis des mois, l'air était léger et l'odeur de soufre avait disparu. Émilie savait qu'elle n'oublierait jamais Chloé, mais elle comprenait aussi que le sacrifice de son amie ne serait pas vain. Elle a commencé à recommencer, à reconstruire sa vie et à aider les autres à faire face à leur propre traumatisme, en s'inspirant de son expérience. Cependant, il y avait des moments où Émilie ressentait encore une présence. Les jours les plus calmes, quand tout semblait trop calme, elle entendait le murmure du vent. « Je suis toujours là ». Émilie sourit dans le vide, sachant que Chloé ne la quitterait jamais complètement. Des années plus tard, une jeune famille a emménagé dans l'ancien appartement d'Émilie. Alors qu'il peignait les murs et installait de nouveaux meubles, la plus jeune fille a trouvé quelque chose de curieux sur le sol, une marque sombre qui semblait avoir été brûlée dans le bois. « Papa, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant du doigt. Le père regarda et haussa les épaules. « Rien d'autre. Juste une vieille tache. Recouvrons-le d'un tapis. » Mais cette nuit-là, la jeune fille s'est réveillée, sentant le bois brûler et entendant un léger craquement, comme celui d'une chaise à bascule. Le cycle, d'une manière ou d'une autre, s'est poursuivi.